Monsieur Cohen. Bonjour. Vous êtes un écrivain juif antisioniste. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours et votre œuvre? Eh ben, je suis né au Maroc dans un quartier juif traditionnel. Et dans les années 50, ça, traditionnel voulait dire beaucoup de choses. Donc loin de la culture générale, de la civilisation. Enfin bon, on avait quelques bribes comme ça qui arrivaient. Et donc religieux, évidemment, tout le monde était plus ou moins traditionnel. Il y avait des écoles juives. Et puis à 16 ans, je suis rentré dans un mouvement de jeunesse sioniste. C'était pas exceptionnel, il y avait beaucoup de jeunes qui rentraient comme ça. Et voilà, ça durait à peu près 3 4 ans. Et à l'époque, j'étais évidemment sioniste, puisque je croyais tout ce qu'on me disait. Enfin, et, et puis, je suis allé à Casablanca, j'ai fait des études de droit. Et comme j'expliquais, je ne sais pas où, à un moment donné, les Juifs, dès qu'ils avaient un diplôme, le bac ou une licence, ils se croyaient obligés de partir. Voilà. Donc je suis parti en France, on ne m'avait rien fait, mais bon, mais il fallait partir. Et donc j'ai poursuivi des études de droit, j'ai vécu un peu au Canada. Et je suis retourné au Maroc, j'ai fait maître assistant à la fac pendant une dizaine d'années. Et c'est en revenant à Paris, m'installer à Paris en 1987, que j'ai décidé d'écrire des romans. Des romans plutôt à caractère sociologique, psychologique, comme Les Noces du commissaire, Du danger de monter sur la terrasse. Et c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé une réflexion sur Enfin, j'avais déjà entamé une réflexion sur Israël, sur le sionisme, mais que j'ai commencé à approfondir et à découvrir les Sayanim, c'est-à-dire les agents, les juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad. Et donc, au bout de quelques livres classiques, de romans classiques, j'ai décidé d'écrire un roman réellement politique sur les Sayanim. Et à partir de ce livre, ça a entraîné le combat politique qu'on connaît, c'est-à-dire enfin, les conférences, les vidéos, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes sources qui ont fait que tu as parlé pour la première fois des Sayanim? C'est-à-dire, tu as lu quel livre Alors, plus spécifiquement et plus largement? J'ai lu 2 livres qui font autorité. Ouais. Il y a d'abord enfin, le livre de Victor Ostrovsky. Oui. Je ne sais pas quel est le titre, mais enfin, je pense qu'on peut taper, on peut le trouver. Donc, c'est un ancien agent du Mossad qui a quitté le Mossad, ce qui est plutôt rare, et qui s'est réfugié au Canada et qui a écrit un livre sur son histoire, comment il est rentré au Mossad, etc. Et il parle carrément des Sayanim, c'est-à-dire de ces juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad. Il estimait même le nombre des Sayanim à Londres, dans la seule ville de Londres dans les années 80, 3000. Donc ça montre leur importance. Il cite des cas concrets. Par exemple, lorsque le Mossad avait besoin d'une information concrète sur des scientifiques irakiens qui étaient venus se former à Saclay, le Mossad avait un Sayan à Saclay. Ouais. Et il a demandé au Sayan, apportez-moi les dossiers des Irakiens. Et donc, voilà, le Sayan a fait son boulot. Et donc, oui. Et puis le deuxième livre, c'est vraiment, enfin, un mec qui fait autorité, c'est Gordon Thomas, le grand spécialiste des services secrets britanniques et le Mossad. Et il a interviewé tous les chefs du Mossad, personnellement, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas le moindre doute sur ces dires. Et puis, bon, les Sayanim ont une grande importance dans son livre. Et moi, j'ai fait le lien entre ces Sayanim et ce que je voyais, ce que je vivais concrètement en France, avec dans les médias, etc. Et à un moment où, au sein de la maçonnerie, quand les juifs sionistes ont créé une loge judéo-sioniste, et à un moment donné, le lien s'est fait dans mon esprit entre ces gens que je voyais travailler pour Israël, comme Henri Lévy, etc. Et j'ai fait le lien avec les Sayanim.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur ces Sayanim. D'accord. Et donc, du coup, tu n'es pas on va dire, comment dire, le maître de ce mot. Donc, il a déjà été dit dans plusieurs œuvres Non, auparavant. Mais c'est qui oui. le premier qui a parlé réellement à proprement parler des En Saiyans? France, c'est moi. En France, c'est toi. Oui. En France, c'est moi parce que, enfin, à ma connaissance. Oui. Parce que quand on tape sur Internet Sayanim, Oui. et il y a aucune il y avait, à l'époque, il n'y avait aucune référence en français. Oui. En anglais, oui. Et c'est ça aussi le génie de ces gens-là, du lobby, c'est qu'ils ont réussi à empêcher même l'expression de ce mot. Il ne fallait pas que ce mot devienne réalité. D'accord. Et je me rappelle d'ailleurs dans Oui. une de tes conférences avec je ne sais quel autre conférencier Oui. qui t'a même demandé d'épeler le mot Sayanim, Oui. parce qu'apparemment. Oui, c'était Charles Meyer. Voilà, c'est exactement ça, Dans c'est un... Charles Meyer. Voilà. Donc on peut se poser la question, est-ce que Charles Meyer est naïf en se Non, il y a disant. beaucoup de juifs. En se Et disant, oui, il ne connaît pas ce milieu, ou bien font-ils non, exprès? On peut se poser peut-être. cette Alors, question-là de façon très très naïve. Hein. oui, oui. Bon, soit, enfin, c'est-à-dire que tous les juifs sionistes ne sont pas des Sayanim. Oui. Il faut, et donc, le Mossad recrute des gens qui peuvent lui être utiles. Ouais. Et il n'a pas besoin de recruter, par exemple, 10 personnes à TF1. Oui. Il a besoin de 2 ou 3, Oui. ou 4, enfin bon, voilà, selon les besoins. Donc, Charles Meyer, aussi pro-israélien qu'il était, il n'était peut-être pas un Sayan, Oui. et probablement pas. Et donc, il connaissait peut-être même pas l'existence des Sayanim. Je veux dire, c'est pas exclu. Alors, Puisqu'on peut estimer à au moins 50 000 personnes en France qui appartiennent à ces groupements, comme le Mnaïbri, oui. etc., qui forment le vivier des Sayanim. Mais en France, il y a seulement un dixième qui est Sayan. Et les autres ne savent même pas qu'il y a des Sayanim. Donc, autrement dit, le secret est vraiment Ah maître oui, mot tout à fait. chez ces mots-là. Tout à fait. C'est-à-dire, ils peuvent très très bien professer faire des professions tout à fait normales, comme Ah oui, facteurs. non, mais C'est-à-dire, ils sont ce vraiment étalés sur toutes ce sont des les gens classes de la qui société. ont des fonctions tout à fait normales, Normal. de bons citoyens. Et c'est ça d'ailleurs leur Leur efficacité. Leur efficacité, c'est quoi? C'est que quand ils interviennent, par exemple, quand ils interviennent pour créer SOS Racisme, une filiale, mais ils interviennent en tant que Français. Donc les gens ne se rendent pas compte que ce sont des agents du Mossad qui le font dans l'intérêt d'Israël. Ils interviennent en tant que philosophes français, avocats français, etc. Donc les gens, c'est ça le génie aussi. Je Oui. pense que les Sayanim, Oui. l'intérêt du Mossad, c'est surtout de recruter des gens qui ont des positions élevées. Je pense. Oui, mais Par pas, exemple, oui, avocats, journalistes surtout. oui, dans le mais milieu pas politique. toujours. Par exemple, ils ont besoin de recruter des gens dans les grands hôtels, dans les banques, dans les garages. Ils ont besoin d'une voiture oui. trafiquée. Ils s'adressent à un garagiste. Oui. Je parle de choses concrètes. Oui. Ils ont besoin de savoir les allées et venues dans un grand hôtel. Ils ont besoin d'un Sayan. Ils ont besoin dans une banque. Ils peuvent Suivre demander, les par comptes exemple, d'un tel, voilà, tel, les comptes de d'accord. tel ou tel. Donc en fait, là où ils ont besoin, ils font appel à des Sayanim. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, ils vont voir. En fait, le Bnai Brit et la franc-maçonnerie, ou la franc-maçonnerie juive internationale, compte 500 000 membres à travers le monde. 500. 500 Un 000. demi-million. Un demi-million. Et donc, il n'y a que 10% qui sont des Sayanim. Mais les 90 autres pourcents seraient très heureux d'apporter leur contribution au Mossad. Mais le Autrement Mossad, dit, il y a une concurrence folle entre les Non. 10% et les 90%. Non, Mais c'est-à-dire, autrement dit, si jamais, ah oui, si jamais on leur demande quelque chose. c'est un honneur. D'accord. Et donc, ils couvrent quasiment tout le spectre des activités d'une société. D'accord. C'est économique, culturel, le cinéma, par exemple. Voilà. Et donc, si un jour ils ont besoin, je sais pas moi, dans un truc précis, ben, ils trouveront. D'ailleurs, sur la thématique de la franc-maçonnerie Oui. Juive, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, par exemple, ce Oui. qu'est la franc-maçonnerie, et
peut-être aussi son côté entre guillemets laïque, s'il en est. Justement, comment t'expliques le fait qu'une communauté qui n'est pas laïque, autrement dit qui est communautaire, tribale, etc., puisse imposer, on va dire, son pouvoir, jusqu'à avoir sa propre loge qui est complètement, qui échappe, on va dire, entre guillemets, au diktat ou du moins au protocole maçonnique norme. Au départ, c'est curieux d'ailleurs. Au départ, les Juifs sont les Juifs américains qui ont créé Oui. le Bnei Brit parce que les autres loges ne les acceptaient pas. D'accord. On ignore un fait important, c'est qu'aux États-Unis, les Juifs n'étaient pas acceptés dans pas mal de cercles. Il y avait par exemple des clubs de golf, les UP. Il faut dire aussi que les Juifs qui arrivaient à cette époque-là étaient enfin bon, c'est pas les banquiers, hein, Ouais. c'était pas des. Autrement dit, Ils n'étaient pas tous. Ah oui, oui, oui. il y avait une ségrégation. Ah des oui, Juifs non, mais dans les- par exemple, j'avais appris que les Juifs de New York avaient créé une espèce d'endroit pour l'été, avec des piscines, des hôtels, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas aller avec les autres. Et donc, ils ont créé leur propre. Un peu par caprice, quoi. L'Amérique est un pays très raciste. Et donc, Oui, ça, on sait, oui. non, mais pas seulement vous avez des Noirs, Mm. mais vous avez des Juifs aussi. C'est-à-dire que, par exemple, les country clubs, enfin, Oui. des trucs, etc., refusaient des Juifs, pouvaient refuser des Juifs. Et donc, les Juifs créaient leurs propres établissements aussi. D'accord. Ok. Donc, Donc c'est c'était un de- peu par caprice, quoi. Non, pas par nécessité. Par nécessité aussi. Par nécessité. Et puis, voilà, ça s'est perpétué. D'accord. Oui. Si jamais on devait un petit peu parler de la chronologie Oui. des ouvrages, Oui, donc Moi la Tifaès, Oui. Les Noces du Commissaire, Mhm. etc., etc. Est-ce que pour ces premiers livres-là, qui sont parus, je crois, en 2002, Oui, à partir de 2000, oui. à partir de, on va dire, début des années 2000, est-ce que tu as eu des échos à l'époque pour ces bouquins-là? Parce que ça ne parlait pas justement de franc-maçonnerie, ça ne parlait pas Mhm. trop on va dire, des choses que tu abordes maintenant. Donc, est-ce qu'il y avait un public derrière? Et est-ce qu'il y avait on va dire, est-ce que tu as reçu on va dire des menaces, mais est-ce que tu as eu des problèmes en éditant ces deux premiers bouquins? Je parle essentiellement, puis après je vais faire la Alors, chronologie les noces et du balayer les autres. Bon, d'abord les noces du commissaire. Mm. Puisque les noces du commissaire, c'était une plongée dans j'ai imaginé une espèce comment dire, de rapport de force, Oui. même presque une guerre larvée, secrète, entre le pouvoir des hommes d'affaires facis Oui. et la monarchie. Oui. Et les Juifs pris entre les deux. Oui. Donc c'était quand même un roman qui raconte la corruption, etc. Et l'éditeur ne voulait pas le faire, a changé d'avis, a accepté de l'éditer après la mort de Hassan II. Oui. Voilà. Donc pendant quelques années, Autrement dit, ce bouquin-là, tu l'as déjà Voilà. fini avant 99, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, non. C'est-à-dire que l'éditeur m'a dit, je ne peux pas l'éditer aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parce que les gens faisaient d'autocensure. Ouais. Il y a un livre qui parle de corruption, de lutte de pouvoir entre la monarchie et les hommes d'affaires. Les gens, Ouais, il vaut mieux résiste, pas. oui. J'ai pas envie de rentrer. Mais quand le roi et moi se dit, bon, il y a eu un vent de libéralisation, ils se sont dit, voilà, on se lance. D'accord. Et justement, Oui. après l'édition de ce bouquin-là, Oui. est-ce que tu as eu des échos? Non, en fait, le problème, c'est que, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'habitais en France, le roman est paru au Maroc. Et Édition Le Fennec, je pense. oui, édition Le Fennec. Et donc, il n'y a pas eu vraiment des échos, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pourtant, c'est un livre qui aurait pu intéresser parce que, à l'époque déjà, j'abordais non seulement le rapport de force, la guerre de larvée entre les hommes d'affaires facis et la monarchie, mais aussi le départ des Juifs, c'est-à-dire le sentiment, le malaise de la communauté juive au Maroc, à travers un personnage, etc. Et donc ça aurait pu intéresser. Mais à mon avis, les Marocains, quand je dis les Marocains, ça veut dire l'élite marocaine, enfin les journalistes, etc., ils n'ont pas
ils n'ont pas envie qu'on déterre ce genre de problème. C'est-à-dire pour eux, il y a une espèce de doxa au Maroc. Ouais. Les Juifs ont toujours bien vécu au Maroc. Voilà. Donc, point final, circuler, il n'y a rien à voir. Seulement, moi, je leur dis ceci, s'ils avaient bien vécu, pourquoi 99,5% sont partis? Voilà. Juste, est-ce qu'ils étaient fous? Est-ce qu'ils étaient psychopathes? Est-ce qu'ils étaient paranoïaques, schizophrènes? Comment une communauté qui vit bien dans un pays magnifique s'en va à 99,5%? Oh, Et donc, il y a forcément des raisons. Oui. il y a des raisons, Oui. mais seulement ils ne veulent pas les voir. Voilà. C'est-à-dire, voilà, pour eux, il y avait un principe que, et les Juifs, ils reprenaient cette action à leur compte aussi, Oui. parce qu'ils ne voulaient pas d'histoire. Mon cousin, par exemple, quand il a appris que j'ai publié Les Noces du commissaire, il m'a dit, qui habite à Casa, il m'a dit, Jacob, pourquoi tu as écrit ce livre? Nous, on a envie de vivre en paix ici, on n'a pas envie d'avoir des histoires. Donc, les Juifs aussi, ils voulaient, voilà, ils voulaient vivre tranquillement, envoyer leurs enfants à l'étranger, leur fric à l'étranger, et faire comme les Marocains. Vous voulez qu'on dise qu'on vit très bien? On vit très bien. Voilà. Donc, tout le monde se jouait la comédie. Et ce livre est venu secouer le cocotier, et c'est pour ça, probablement, une des raisons. Et puis il y a aussi, ça mettait en cause le pouvoir facile, enfin, et pas mal de choses. Ouais. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui avait intérêt à... Et puis il ne faut pas oublier, à l'époque, la presse n'était pas encore libre. Enfin, il y avait des balbutiements d'une presse libre. Bah, jusqu'à présent, hein, Non. La Oui. presse, elle s'est un peu Non, mais- libérée. Ouais, c'est un Bon, petit peu malheureusement, libéré. si à l'époque il y avait eu les réseaux sociaux, Ça aurait fait son bien truc, sûr, hein. une vie, enfin, avec une vidéo, des vidéos, etc. Ouais. Et à l'époque, comment... C'était encore rudimentaire. Voilà. Et donc, du coup, pour le deuxième bouquin, Oui. qui est Moi, Latifa S. Il a paru en France. Oui. Et donc, du coup. Il n'a pas eu beaucoup d'écho. d'écho non plus. Bon, je sais pas. D'accord. Donc, par la suite, si jamais Oui. il y a eu un bouquin qui a. Le bouquin qui a fait le plus polémique, c'est beaucoup plus Le Printemps des Saiyans. Ben, c'est le Printemps des Saiyans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un vrai roman politique et il y a eu des suites. C'est-à-dire que, en fait, je ne me suis pas arrêté à la publication du livre. Oui. C'est-à-dire le livre et l'ouverture sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'était une découverte aussi. Je m'étais inscrit sur Facebook. Oui. Alors que bon, j'entendais parler, mais je me suis inscrit sur Facebook. Donc, petit à petit, c'est comment dire, le sujet intéressait les gens. Enfin, ça faisait boule de neige. Oui. Donc, première conférence, première vidéo, et ainsi de suite. Et moi, j'ai élargi aussi, ça m'a permis d'élargir ma réflexion. Quand tu dis C'est-à-dire- d'ailleurs justement Oui. élargir ta réflexion sur juste la thématique abordée ou aussi sur le point de vue des gens par rapport à ça, avoir des idées complémentaires ou Non, par exemple, non, par exemple, sur toute la vision d'Israël, du sionisme, des rapports avec les pays arabes. Je veux dire, j'ai quand même été interviewé par les 3 plus grandes chaînes arabes. notamment Al Jazeera. Voilà. Donc en fait, c'est ça parce qu'ils ont trouvé en moi. C'est pas seulement pour parler du printemps Oui, des non, Saiyans. mais C'est-à-dire, D'accord. j'ai élargi, approfondi ma réflexion sur les régimes arabes, sur la situation et puis aussi sur la situation intérieure au Maroc. C'est-à-dire le Maroc par rapport au sionisme, la vie politique marocaine. On m'a interviewé aussi sur la vie politique marocaine, chose que on m'avait jamais demandé auparavant, avant le printemps des Saiyans. C'est-à-dire avant tout le bruit qui a été fait autour du printemps des Saiyans. D'accord. Sinon, j'aurais aussi une autre question. Maintenant qu'on parle un petit peu, enfin, on n'a pas balayé tous tes bouquins, mais on Oui. a parlé de certains, on va dire de façon light. Ça mérite on va dire, peut-être d'autres vidéos pour retracer un petit peu les bouquins un à un. Peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, moi, je me rappelle d'un passage que tu as fait chez Radio Kaléidoscope, chez Vincent Oui. Soucy. Je peux te poser une question peut-être un peu directe. Vincent Soucy, si jamais il t'a invité, c'est pour justement parler de tes livres, plus généralement. Il voyait réellement l'utilité que tu passes au niveau de cette radio-là, pour parler relayer un petit peu des bouquins.
sincèrement, j'ai pas gardé enfin, j'ai pas vraiment des souvenirs concrets de cette interview. C'est en gros, tu faisais, c'est-à-dire tu parlais de tes bouquins, mais on va dire 2-3 minutes, quoi. Pourquoi je te pose réellement Oui, cette question-là? C'est parce que c'était tellement, je vais pas dire superficiel, mais c'était un peu ah oui, oui, ça y est, ça me passer, revient, ça ouais, me voilà, revient. Oui, passer sur oui, la radio pour oui, passer c'est vrai, sur c'est la vrai. radio. Oui, Enfin, oui, je reformule autrement la question. oui, Est-ce que les gens qui t'interviewent oui. ont envie de savoir justement qui est Jacob Cohen, pourquoi il a écrit ses livres, qui sont les Sani, etc., etc. Ou il vient, c'est juste pour faire de l'audience parce qu'ils ont 1 heure et demie à étaler sur la radio. Enfin, je pose la Oui, question de façon je très, crois très... que c'était pas une très longue interview. Oui, Et puis, en fait, c'est vrai que c'était assez superficiel. On est resté à la surface des choses. oui. On n'a approfondi aucun sujet en particulier. Mais Voilà. justement, d'où la question, pourquoi? Pourquoi? En général, je m'interroge pas sur les. Enfin, moi, je m'interroge pas là-dessus. Voilà. C'est-à-dire, voilà, le gars, il vient, il veut m'interviewer. Je me plie à ses Mais considérations. ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y avait un certain engouement de sa part pour que tu passes réellement à l'antenne J'imagine, sinon il m'aurait pas interviewé. Sûrement, sûrement, d'accord. Donc, voilà, concernant tes bouquins, il y a eu Oui, aussi plusieurs autres bouquins, dont notamment le dernier là qui vient de oui, paraître, qui s'appelle de Esther à Fatima. oui. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà nous tracer les trames de ce livre très brièvement? Voilà. En fait, c'est l'écriture d'un roman, c'est un peu spécial. C'est-à-dire, des fois, on parle d'une idée, des fois, on ne sait pas de quoi on va parler, etc. Enfin bon, voilà. Mais l'histoire de ce roman était vraiment, je me souviens très bien, j'ai lu un livre sur l'enlèvement des petites filles juives au Maroc. Il y a eu des enlèvements, Oui. avec preuve à l'appui, etc. Des jeunes filles, filles jeunes, c'est-à-dire de 10-11 ans, enlevées, converties à l'islam. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un roman là-dessus. C'est-à-dire, en fait, moi, j'écris toujours des romans, je ne fais pas d'essais, parce que j'ai envie de faire vivre au lecteur ce qu'est un personnage, ce qu'est une situation, etc. Donc, à partir de là, j'ai créé une famille. Et je me suis dit, voilà, il y a une fille qui se fait enlever, ben, il faut lui créer une famille, des conditions, etc. Et c'est un roman qui a été, en 2 jours, j'avais la trame, j'avais les personnages. C'est un livre qui a été écrit très facilement, enfin très vite. Et, et donc, moi, j'ai dit, c'est presque un roman. J'avais presque la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai terminé, je l'ai relu, il n'y avait rien à changer. J'avais l'impression d'être guidé par la grâce. D'accord. Et l'histoire a été un peu compliquée, enfin, surtout aussi que c'était pas sous forme chronologique, mais finalement, tout s'est bien. Et donc voilà, au départ, j'ai imaginé cette petite fille juive. Après, il fallait lui donner une famille, qu'est-ce qu'elle allait devenir, qu'est-ce que cette fille allait devenir, etc. Le reste, c'est du travail enfin, je sais pas, c'est l'inspiration, c'est le travail de romancier. D'accord. Euh, D'ailleurs, justement, en Oui, parlant de ça, dès le début du livre, on va dire, tu mets les pieds dans le plat. Hein. oui, Tu dis, la mort devrait avoir cet aspect, une oui. djellaba sombre et une odeur puissante. Esther ne se doutait pas qu'elle allait très très vite faire cette découverte. C'est-à-dire, autrement dit, dès le départ, tu plantes le décor. C'est-à-dire, tu Oui, dis réellement ce qui va, ah ben, ce qui va arriver. c'est le drame. Oui, Ah oui, drame dès le départ. Ah oui, oui, j'annonce le drame. Oui. Oui, Et donc, du coup, mais oui, ces enlèvements-là, oui. c'est ce qu'on t'est, on va dire, c'était. Est-ce que c'était intrinsèque à Meknes? Non, J'imagine que non. Mais c'était non. un petit peu dans D'ailleurs, ça s'est les peut-être pas passé agglomérations. à Meknes. Oui. D'accord. Moi, Mais en tout cas, j'ai fait passer l'enlèvement à Meknes oui. parce que ça m'a donné l'occasion de parler de Meknes des années 60. D'accord. Et Chose que tu connaissais, moi. Voilà, Forcément, ben parce évidemment. que t'es Donc, Meknésien avant tout. donc, je voulais créer cette atmosphère et raconter ce qui s'est passé, ce qui se passait à Meknes, le boulevard, etc. Puis aussi l'infiltration sioniste des agents sionistes. Oui. Et donc,
Et puis Meknès, je connais, c'est-à-dire, je vais pas créer un enlèvement à Taroudant. Enfin, Oui, non, non, mais. alors Non, qu'à mais Meknès, je d'accord. connais le Mela, donc je peux citer, par exemple, je cite La Fontaine, là où on allait chercher l'eau, le four où on emmenait la Dafina le samedi, La souka. ou la souka, etc. Donc il y a quand même, j'ai des éléments de référence. Et donc, mais ces faits-là ont existé. Comment dire, j'ai vu les facsimilés des journaux, j'ai vu les facsimilés de la communauté juive à l'époque publier une revue qui s'appelait la revue des communautés. Et j'ai vu les facsimilés de ces revues de cette période-là où il parlait de ces enlèvements. Donc ces enlèvements ne faisaient pas. Enfin, pour moi, c'était une découverte. D'accord. Mais après, ce n'était plus une découverte. Et puis, enfin, c'était plus une nouveauté. Et quand j'ai contacté des anciens en Israël et je leur ai parlé de ces enlèvements, ils ont reconnu qu'ils avaient entendu parler d'enlèvements par-ci par-là. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, en fait, les personnages, on va dire, du livre, Oui. il y en a plein. Chacun, on va dire, essaie de véhiculer une image bien unique à lui, hein. Oui. Et ça montre aussi la dualité entre les juifs qui ne demandaient qu'à vivre, on va dire, leur foi Bien sûr. dignement, sans trop avoir de Oui. soucis, pour ne pas dire autre chose. Et d'autres qui avaient là, une certaine hargne pour essayer de croire en un certain Eldorado, on va dire à l'idéologie sioniste avec laquelle ils adhéraient à plus de 100%. D'ailleurs, dès le début du livre, tu dis aussi, tu mets en scène cette dualité entre un de tes personnages qui s'appelle David et un autre qui s'appelle Maclouf. Et donc le premier semble réellement représenter la non-renonciation, c'est-à-dire je me bats jusqu'au bout, on ne se laisse pas faire, alors que l'autre c'est, je dirais pas la soumission, mais un peu le dédain, beaucoup plus le dédain. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail justement de cette dualité et nous dire aussi en certaines proportions, euh, est-ce que la majorité était beaucoup plus sioniste, était beaucoup plus Non, juif à part entière, etc., en fait, etc. la majorité des Juifs à Meknès, et j'imagine que ça doit être la même chose, même, même, même plus encore à Casablanca et Rabat, puisque Oui. à Casablanca, Rabat, à Tanger, c'était des gens qui étaient déjà intégrés à l'Occident. Oui. Et donc, ils n'avaient aucune envie d'aller en Israël. Il y a très peu qui y allaient. Et ceux qui allaient en Israël de Casablanca, c'était ceux qui venaient des profondeurs du Maroc. Qui Et était carrément même analphabète. Voilà, bien sûr, et qui étaient sensibles à cette propagande. Alors, pour décrire cette époque, les sionistes ont eu de la chance, si on peut dire, parce qu'ils sont arrivés à une époque très agitée, très troublée après l'indépendance. C'est-à-dire que les Juifs qui avaient vécu pendant des siècles dans une position de soumission et d'arbitraire se sont retrouvés dans un pays indépendant, donc sans la présence des Français qui auraient pu plus ou moins un peu les protéger. C'était le sentiment général des Juifs. Voilà. Qu'on l'apprécie ou pas, enfin bon. Mais en tout cas, c'était leur sentiment. Voilà. Et ils n'avaient pas tort, dans ce sens que la société marocaine, c'est-à-dire l'élite marocaine, autrement dit l'élite fascie, n'était absolument pas prête à accorder aux Juifs l'égalité des droits et leur place dans ce pays. C'est-à-dire, au contraire, ils faisaient tout pour qu'ils partent, voilà, pour les harceler, etc. Et donc, les Juifs se trouvaient, pendant une décennie de 56 à 66 à peu près, dans cette atmosphère d'incertitude. Que faire? Voilà. Les sionistes sont là, en train de leur dire venez, on vous emmène en Israël, mais ils ne voulaient pas aller en Israël. Je t'assure que en ce temps-là, les Juifs ne partaient pas en masse. Il fallait les pousser, ça ne partait pas. Et donc, il y a eu quelques cas comme ça, comme je racontais dans le livre sur Toledano, celui qui a travaillé, qui a été accusé de corruption. Mais finalement, même les jeunes qui étaient dans le mouvement sioniste, ils y étaient, très peu étaient réellement sionisés, politisés, si on peut dire. C'est-à-dire très peu adhérés jusqu'au point d'aller réaliser l'idéal sioniste, c'est-à-dire d'aller dans un kibbutz.
même pas 10%. Et on rêvait plus ou moins d'aller en Europe. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens, on rêvait d'aller à Paris. Bon, la plupart, on rêvait d'aller à Paris. Et on a réalisé souvent ce rêve. Et donc, c'était cette période d'incertitude qui faisait que on ne savait pas sur quel pied danser. Et il y a eu quelques cas comme ça, enfin, quelques phénomènes, des circonstances historiques qui ont hâté les choses. Par exemple, en 67, après la guerre, le parti de l'Istiqlal a lancé un mouvement de boycott contre les Juifs. Bon, moi, je me souviens, enfin, j'étais à Casa. Donc, il disait, telle pharmacie appartient à un Juif, n'allez pas chez lui, tel fonctionnaire est Juif. Mon père, qui avait un magasin à Meknes, dans la Médina, il ne voulait pas partir en Israël. Il détestait les sionistes, parce qu'il était athée. Donc, pour lui, c'était des renégats. Ben, le parti de l'Istiqlal a envoyé un militant devant le magasin de mon père, et il disait aux gens, n'achetez pas chez le Juif. Donc, mon père a fermé au bout de quelques temps et il est parti en Israël parce où veux-tu qu'il aille? Il ne parlait pas français. Non, mais tout ça, ça faisait, comment dire, et un peu ça fait boule de neige, c'est-à-dire l'incertitude gagnait la communauté juive. Les Juifs se disaient, bon, si moi je pars pas, je vais envoyer mes enfants. Donc, à partir des années 70, tous les bacheliers juifs, je dis bien tous, partaient à l'étranger, ne revenaient pas. Alors, quand on me raconte que les Juifs, enfin, il n'y avait pas de problème, c'est de la rigolade. Oui, puisque depuis les années 70, quasiment aucun bachelier juif n'est revenu vivre au Maroc. Aucun, pratiquement aucun. Donc, c'est cette incertitude qui pesait sur les Juifs, malgré leur situation tout à fait correcte dans la plupart des cas. Mais ça a fini, au bout de 40 ans, ben, on a fini par avoir une communauté qui avait disparu à 99,5%. Oui, d'ailleurs, tu as une phrase qui explique un peu ça. C'est-à-dire, quand tu dis à peu près correct, c'est-à-dire, il y avait des hauts et des bas. C'est-à-dire, les Juifs avaient un semblant de droit. On vivait pas mal. Oui. C'est-à-dire, on vivait dans une certaine sérénité, etc. Mais on avait ce sentiment. C'est-à-dire, par exemple, si un Juif était assassiné au Mella ou ailleurs, on trouvait ça comme un phénomène normal. C'est un fait divers. Ouais. Voilà. Non, c'est-à-dire comme une fatalité. Ça veut dire comme, par exemple, un déluge. C'est le destin. Ouais. C'est le destin. C'est-à-dire qu'on avait assumé, on avait intégré. Par exemple, quand les petites filles juives étaient enlevées, pour les Juifs, il n'était pas question d'aller porter plainte et de réclamer le retour de la fille. Oui. C'était absolument inconcevable. Oui. C'est-à-dire, voilà, on se soumet. C'est comme un fait du destin. Et donc, c'est vrai que les Juifs avaient intégré, par des siècles de soumission, avaient intégré cette idée qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Si nous arrive un malheur causé par des musulmans, eh bien parce que il faut prier. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, tu lis très très bien. Hein. Moi, ce que je peux appeler personnellement, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette expression, mais l'atmosphère d'harmonie phobique. C'est-à-dire, l'harmonie était là, mais il y avait toujours cette phobie là. Et tu dis dans le livre, ils avaient eu la paix dans la crainte, mais la paix quand même. Oh oui, bien sûr. C'était réellement. Moi, j'ai vécu 23 ans de ma vie jusqu'à ce que je parte, et quand je suis revenu pendant 10 ans, je n'ai quasiment pas eu de problème. Alors juste, si je peux me permettre de rebondir sur quelque chose. Oui, bien sûr. Vous aviez parlé des sionistes. Oui. Vous aviez dit qu'ils étaient laïcs. Est-ce que pour mon père. Pour votre père, d'accord. Non, c'est-à-dire en fait, est-ce que le sionisme est vraiment une idéologie créée par des laïcs ou par un certain dévoiement, on va dire, Non, mais les premiers sionistes étaient non seulement laïcs, ils étaient athées, mais anticléricaux. Ils détestaient les religieux et les religieux les détestaient. Non, mais les religieux, jusqu'en 1948, ils refusaient l'idéologie sioniste. Moi, je me souviens à Meknes, au Mella, parce que les sionistes avaient ouvert un bureau au Mella, dans le ghetto, et ils ouvraient le samedi, le Shabbat, qui est une profanation terrible. Mais pour les juifs du Mella, c'était un sacrilège. Et pour mon père, c'était des renégats. C'est-à-dire, c'est parce que c'était des gens sans foi ni loi. Pour lui, il n'imagine pas comment un juif, enfin des juifs qui se disent juifs, peuvent ouvrir un établissement dans un quartier juif le samedi, et ils mettent de la musique, ils fument, ils dansent. Enfin, pour lui, c'était une hérésie. Donc,
le sionisme était totalement antinomique avec la religion au départ, jusqu'en 1948. Après, les choses sont arrangées. Ça veut dire que le régime sioniste a vampirisé, comme j'ai utilisé cette expression quelque part, a vampirisé les communautés juives et les religieux. Mais d'ailleurs, même historiquement, D'ailleurs, faut pas aller jusqu'à, Oui, on va oui. dire, le mouvement sioniste Oui. qu'il y avait un petit peu au Maroc, et peut-être au Maghreb, c'est ancestralement et historiquement, Théodore Herzl était juif parce qu'il n'a pas choisi déjà, mais Il n'avait rien d'un juif. mais Enfin, il je veux n'avait dire, rien d'un juif, il était il n'avait athée, aucune. Bien sûr. il a même, Mais il bien n'a pas circoncis ses enfants, Oui, non, non, et- mais bien sûr. etc., Mais bien etc. sûr. Donc, C'est vrai Enfin- qu'il y a une grosse opposition aussi au sein de la communauté juive, on va dire. Enfin, par exemple, le mouvement Neturei Karta, qui est un mouvement Des juifs assez orthodoxes, religieux, oui. en fait, et qui, justement, pour des raisons religieuses... Oui, mais a c'est fait, une toute petite minorité. Ils sont très minoritaires. Très Par rapport au minoritaire. mouvement religieux global, Mhm. ils sont très minoritaires. Les religieux juifs aujourd'hui, même les orthodoxes, Mhm. sont à 15% sionistes. D'ailleurs, la confusion que certaines personnes peuvent encore avoir Oui. entre judaïsme et sionisme, bon, après, on peut très très bien dire que c'est les gens qui n'ont pas, malheureusement, un minimum d'esprit critique pour essayer de voir que le judaïsme relève du théologique, du cultuel, alors que le sionisme relève de l'idéologie, Mhm. c'est-à-dire une façon de voir le monde. Euh, Est-ce que le sionisme surfe sur ça pour faire justement le raccourci entre judaïsme et sionisme? Et si c'est le cas, où c'est fait? Est-ce qu'en Israël, enfin on le voit très très bien dans la politique internationale d'Israël et compagnie, mais comment justement Israël peut court-circuiter la relation entre sionisme et antisémitisme, judaïsme, etc. Non, c'est aujourd'hui le sionisme qui est. Ça, d'abord, la guerre de 67 a créé un choc au sein de la communauté israélienne, de la société israélienne. C'est-à-dire que la conquête de la Cisjordanie a introduit un phénomène nouveau, c'est-à-dire le mythe de l'Israël ancien nous est redonné par un miracle divin. Et même des partis de gauche l'ont cru, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à coloniser la Cisjordanie. Et depuis, la religion prend de plus en plus de place dans la société israélienne. C'est-à-dire, d'abord du point de vue numériquement parlant, alors qu'il était peut-être 2 ou 3% aujourd'hui, ils sont 15 à 20%. Ils sont présents partout. Ils imprègnent vraiment la société israélienne, l'idéologie israélienne, et même des mouvements laïcs participent à des pèlerinages qui, en principe, avant étaient réservés aux religieux, etc. Il y a une imprégnation, pas religieuse, vraiment mystique, Voilà. de la société israélienne, et qui va de plus en plus en se renforçant. L'identité juive, par exemple. D'ailleurs, il y a un penseur, je ne sais pas s'il est juif, mais en tout cas il est israélien, qui illustre bien ça et qui disait, en gros, les juifs ne croient pas en Dieu, mais croient au fait qu'il leur a légué C'est une ça. terre. C'est un peu ça. Donc, Oui, c'est un ça peu relève beaucoup plus du mysticisme, Oui. on va dire, Oui. Oui, mais ça devient. héréditaire que, Non, que mais le- que du religieux. le mouvement pionnier sioniste au départ, il n'avait rien à voir avec la religion. Rien, mais il était Mais totalement. fondamentalement, il était même anti-religieux. Ah oui, il était anti-religieux. Mais en fait, la situation a évolué, et finalement, aujourd'hui, la société israélienne est beaucoup plus... Bon, d'abord, il y a une très grande minorité religieuse, importante, qui fait presque 15 à 20%. Orthodoxe, déjà. Et en même temps, il y a comment dire, il y a des applications religieuses, ou pas vraiment religieuses, je dirais identitaires. Voilà, identitaires en fonction du judaïsme. Par exemple, de mettre des trucs au seuil de toutes les portes, la mezouza, par exemple, c'est-à-dire voilà, un petit truc, tout le monde le met. Le respect de Kippour, par exemple, etc. À Pâques, ils ne mangent pas le pain. Enfin, oui. Les transports publics ne fonctionnent pas le samedi. Enfin, il y a des choses qui sont. Le mariage civil n'existe pas.
Donc il y a quand même des choses où on voit vraiment l'imprégnation de la religion, même dans les esprits, enfin qui est de plus en plus importante. Oui. Ton livre, il soulève aussi une idée Oui. que peut-être une majorité de personnes n'oseraient même pas penser à ça, mais tu parles aussi de ce que j'appelle, ce que je pourrais appeler aussi l'antisémitisme juif, entre juifs. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas idée à quel, parce que l'inconscient collectif Oui. se met dans la tête que les juifs sont une masse compacte, Oui. on va dire, qu'on ne peut même pas briser et qu'ils sont solidaires entre eux, etc., etc. Ton livre, déjà, il montre le contraire. Et il montre aussi le racisme qu'ont subi les séfarades une fois en Israël par leurs co-religionnaires Tout à fait. ashkénazes. Oui. Parle-nous de ça, parce que Oui. pour réellement mettre les points sur les i, pour dire aux gens, c'est pas aussi fantasmé que vous le croyez. C'est-à-dire la cohésion et l'union juive n'est que fantasmagorique. Mais bien sûr, elle n'existe pas. Il y a des conflits de classe, il y a des conflits de culture. En gros, pour les Juifs qui établis en Israël et qui ont fait l'État, c'était tous des Européens, donc qui venaient de Russie, principalement de Russie et de Pologne, et qui, en 1948, ils avaient besoin de peupler cet État, et ils ont vu dans le monde arabe une source de main-d'œuvre, de soldats, de lumpen prolétariat, parce que c'est pas des bon. Mais ils voulaient bien les amener, mais c'est pour eux, c'était des Arabes, c'est-à-dire des gens sans culture, enfin, a priori, c'était pas leur culture. Là, ils étaient traités d'arabes, la pire des Et ils ont insultes. traité, bien sûr. Et ils étaient, même, il y avait une insulte qui circulait, c'était Marocco Sakin. C'est-à-dire le juif marocain, Marocco Sakin. Sakin, c'est skin, le couteau. Ouais. Donc, c'est le juif marocain, c'est quelqu'un qui a un couteau entre les dents. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, sur qui on ne peut pas compter, il est paresseux, il n'aime pas travailler, Ouais. il est instable. C'est comme un arabe. Et donc, ils les ont traités comme des arabes. C'est-à-dire, ils les ont, enfin, bon, d'abord, ils avaient besoin d'eux pour peupler le désert. Donc, ils sont joués d'eux pour les envoyer dans ces villes lointaines, en leur faisant croire, en les faisant signer, en leur faisant croire qu'ils allaient habiter à Haïfa ou dans des grandes villes, alors qu'ils les envoyaient dans le désert. Et les juifs marocains qui savaient ni lire ni écrire, enfin, pour la plupart, ne savaient pas lire une carte, donc ils se sont fait avoir. Et puis ils se faisaient insulter. Et puis ils ont introduit le complexe du colonisé chez les juifs marocains. Par exemple, les juifs marocains, pendant 20-30 ans, n'osaient pas jouer leur musique pendant les mariages. Ils avaient honte. C'est comme le complexe du colonisé arabe par rapport aux Français. On a honte de sa propre culture. Et il a fallu, bon, sur la situation a beaucoup changé, mais aujourd'hui, cette situation se reproduit avec les juifs d'origine éthiopienne, les Falachas, Oui, les les Noirs. Falachas, oui, ça. Donc en fait, parce que c'est le racisme qui ressort, c'est-à-dire les gens refusent d'envoyer leurs enfants dans des écoles primaires où il y a beaucoup d'Éthiopiens. Ils refusent que des juifs éthiopiens viennent habiter dans leurs immeubles, etc. Donc c'est le réflexe raciste, c'est le réflexe colonial. Et donc en fait, l'idée que les juifs forment une espèce de peuple uni, solidaire, etc., pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a des intérêts de classe, il y a des différences vous savez, les gens disent en Israël, c'est une jungle. Les gens se bouffent entre eux. Enfin, il n'y a aucune solidarité. S'il n'y avait pas la guerre à l'extérieur, qui les maintenait, c'est un pays qui terminerait en guerre civile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la guerre, d'ailleurs, qu'ils font la guerre. Sinon, il y aurait la guerre civile. Je ne me rappelle plus quel politicien qui disait ça, qui disait, autrement dit, qui disait, le complémentaire de ce que tu disais, il disait Israël, c'est une démocratie dans une jungle. Je sais pas quel. Mais toi, tu dis c'est la jungle au sein même de l'État. Ehud Barak disait qu'Israël est une villa dans la jungle. Voilà, la jungle, c'est le monde arabe. Voilà, mais il faut voir. Il faut voir aussi. Israël, il faut parler mais aussi la société israélienne, c'est une société où les gens se bouffent. Enfin, s'il n'y avait pas la guerre qui maintenait cet état de temps, c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, Israël lance une guerre. Parce que c'est pour renforcer la cohésion intérieure, etc. Mais sinon, moi je connais, dans ma famille, j'ai des religieux orthodoxes et des laïcs, comment dire, des laïcs affirmés. Mais
il y a une haine entre les deux camps, mais c'est incroyable. D'ailleurs, Oui. justement, en parlant de ça, euh, moi, ce que j'aimerais bien aussi poser comme question, c'est est-ce que n'importe quel juif dans le monde Oui. a sa place en Israël? C'est-à-dire, autrement dit, c'est quoi la position de la politique israélienne vis-à-vis des, on va dire, des 6 millions d'autres juifs qu'il y a dans le monde? Il y a quoi? Il y a 13 millions de juifs, Oui, il y en a 7 millions environ en Israël, oui, donc il y en a forcément 6 disséminés qui vivent ouais, un encore peu la plus, oui, diaspora. oui. Euh, moi, je crois que personnellement, tu me diras si tu es d'accord ou non, Israël part du principe qu'il y a certains juifs qui sont irrécupérables. Ceux qui sont au Canada, en France, Mhm. etc. etc. Peut-être qu'ils vont venir parce qu'il y a des problèmes en France, etc. etc. Mais pour l'État d'Israël, peut-être qu'il y en a certains qui sont réellement irrécupérables. Mais moi, j'aimerais bien aussi parler, justement, je parlais des Falachas. Euh, Israël a fait des opérations, notamment l'opération Moïse, pour ramener Oui. les Falachas d'Éthiopie et compagnie. Euh, Pourquoi l'a-t-elle fait? Si jamais elle sait très très bien que ces personnes-là, même en tant que juifs, ne vont pas être, on va dire, acceptées dans la société israélienne, pourquoi elle les a ramenées? Oui. Autrement dit, je repose la question autrement, est-ce que Israël part du principe que c'est juste une question de génération, autrement dit une question de temps, pour que tout, on va dire, s'amenuise au fil du temps? C'est-à-dire maintenant, il n'y a plus réellement on va dire, de clivage ou de haine ou de rancœur entre les Ashkénazes et les Séfarades, j'imagine, Oui. en Israël. Beaucoup moins, ouais. Donc, est-ce que Israël joue sur ça, c'est-à-dire joue sur Tout la à fait. durée pour un petit peu Mhm. homogénéiser tous ces juifs au sein même d'Israël, Bah, ou d'accord. non? Alors, d'abord, d'un point de vue historique, Oui. les grandes communautés juives n'ont jamais voulu aller s'installer en Israël. Mm. Il n'y a jamais, de grands départs des pays européens, des pays américains, nord-américains, des pays sud-américains. Toutes les grandes communautés qui sont parties en Israël ont été arnaquées par l'arnaque, par la ruse, par la tromperie, qui est la devise du Mossad d'ailleurs. Les juifs marocains ont été emmenés on les a arnaqués. Les juifs du Yémen, on les a arnaqués. Les juifs d'Égypte et d'Irak, le Mossad a fait des attentats pour créer l'instabilité. Bon, les juifs russes, soviétiques, ils ont 1 million, ils ont été emmenés parce qu'on les a empêchés d'aller ailleurs. C'est-à-dire qu'Israël s'est arrangé pour que ces juifs qui quittent devaient passer par l'aéroport de Bucarest. C'est aussi ce qu'on avait touché de l'argent pour qu'il empêche les juifs de demander l'asile politique ailleurs. Les falachas, ils n'avaient pas le choix. Donc, en fait, toutes les grandes migrations vers Israël, à part bien sûr, il y a toujours eu des individus, etc., qui allaient par centaines ou quelques milliers. Ouais. Mais disons, les grandes migrations Des exodes. ont été manipulées par le régime sioniste. Bon, d'une part. Deuxièmement, évidemment, Israël compte sur la deuxième, troisième génération, puisque de toute façon, les adultes qui arrivent, bon, ils n'ont pas la mentalité israélienne, etc. Et le petit, il est pris en charge à l'école, et là, croyez-moi, ils savent y faire. Voilà. C'est-à-dire, à l'âge de 5-10 ans, le petit, c'est un vrai sioniste, il déteste les Arabes, etc. J'ai vu ça, j'ai vu faire ça, donc il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, le problème, c'est que les falachas, même les falachas, ils les ont amenés soi-disant parce qu'ils étaient juifs. Mais quand ils sont arrivés, on leur a dit, écoutez, vous n'êtes pas vraiment juifs. Il va falloir passer par une procédure de conversion. Vous savez, la conversion chez les juifs orthodoxes. Il faut se lever tôt. Hein. Mais moi, j'ai assisté à une scène extraordinaire en 1995. Il se trouve que j'étais là-bas. Les falachas en avaient marre d'être harcelés pour se convertir. Alors qu'on leur disait, vous amenez parce que vous êtes juifs. Ouais. Les falachas ont remis leurs vieux vêtements africains et ils marchaient pieds nus vers l'aéroport. J'ai vu ça, c'était une scène fantastique, par milliers. Et ils disaient, si on n'est pas juif, ramenez-nous chez nous. Et là, le gouvernement, bon, il a dit, oh, ben, écoutez, arrêtez, bon. Donc ils ont arrangé les choses. Mais ça veut dire que ce système-là, c'est un système, comment dire, c'est un système foncièrement raciste. C'est-à-dire, il y a des problèmes de classe. Moi,
Et mon neveu, pour vous donner une idée, c'est un universitaire accompli. C'est-à-dire sérieux, il ne fume pas de drogue, il ne boit pas d'alcool. C'est un petit, le fils de ma soeur, c'est un bon petit gars, né en Israël, mais rien de marocain. Il avait une copine ashkénaze, d'origine ashkénaze. Ouais. En 2004, d'accord 2004, les parents de la fille, ils sortaient depuis un an ensemble, quand ils se mariaient. C'est arrivé à mon neveu quand même, donc c'est pas bon. Les parents de la fille lui ont dit, écoute, ou tu quittes ce Marocain, ou bien on te coupe les vivres, ou tu t'en vas de la maison. Ben, la fille l'a quitté. C'est dire que c'est pas parce que parce que c'est pas comment dire, les sociétés ne sont pas mélangées. La majorité des Marocains vivent dans des sortes de banlieues. Ils ont une façon de parler gutturale, dont les autres se moquent. Voilà. Et donc, c'est pas, ça n'a pas disparu, ça s'est atténué. Mais foncièrement, quand même, la haute bourgeoisie de Tel Aviv, de Ramat HaSharon, etc., ils regardent ces gens un peu, c'est style arabe, un peu, vous savez, ils ont les façons de faire un bicri, etc. Ils les regardent de manière torve. Enfin, c'est pas... quoi. Voilà, ils ne leur donneraient pas leurs enfants en mariage. D'ailleurs, tu le dis super bien dans ton bouquin, tu dis clairement, tu utilises même le terme guttural. Oui. Et, Bien sûr. Et pour dire aussi le fait que les gens, parce qu'il faut dire clairement les choses, un juif marocain, il avait quoi? Des bribes d'hébreu, et l'arabe dialectal, même pas l'arabe littéraire, le français, fallait même pas y penser. Donc du coup, lorsqu'ils débarquaient dans une atmosphère où il y avait que des Ashkénazes qui peut-être étaient bilingues ou trilingues, forcément ils étaient un petit peu dévisagés. Ils se disaient c'est qui ces oui, en sauvages plus maintenant il y a une distinction. Enfin, il faut imaginer Israël, voilà, il y a Tel Aviv, et sa banlieue, et c'est là où il y a le plus vraiment d'habitants les plus évolués. Mais où on a envoyé les Juifs marocains? Dans toutes les villes alentours, ce qu'on appelle les villes de développement. Donc ce qui fait aujourd'hui, il y a presque une séparation physique. Bien sûr, n'importe qui peut aller habiter où il veut, enfin, et ça c'est la théorie. Mais en fait, 90%, probablement une très grande majorité des Juifs d'origine marocaine, on les a logés là où ils sont encore là, entre eux. Et donc il y a une espèce c'est comme des banlieues ici, il y a une espèce de population qui est dans le chômage, dans la précarité, etc., et qui a gardé ses façons de faire. Ça n'a pas disparu. Son parler, ses coutumes culinaires, sa musique, la musique arabe, qui fait horreur aux autres, etc. Donc autrement dit, les Juifs, les séfarades, ont été translatés d'un ghetto vers un autre ghetto. Presque. Voilà, presque. C'est un peu ça. D'ailleurs, l'anecdote d'Ashdod Yerouham, et moi personnellement, elle m'a fait marrer. Oui, c'est très marrant. Ça montre bien à quel point les sionistes jouaient sur l'analphabétisme des séfarades pour les loger un peu partout et faire peupler, les faire peupler Israël. Voilà, une fois qu'ils signent, parce qu'on leur dit, voilà, vous allez signer, on vous donne un appartement. Alors les gens disaient, bon, je vais aller à Haïfa, c'est ma tante par exemple, je vais aller à Haïfa. Bon, ça c'est une histoire vraie. Il dit, il n'y a pas de souci, hein. Regardez la carte. Alors la pauvre femme, elle n'a jamais vu une carte de sa vie. C'est quoi une carte? Regardez Haïfa et regardez Yokneam. Regardez, c'est à 30 km. Regardez, c'est juste à côté. Vous pouvez aller tous les jours à pied en 5 minutes. Chez votre famille à Haïfa, à pied en 5 minutes. Regardez, c'est à côté, c'est à 30 km. Ah, ici, tu signes, parce qu'ils te donnent la pardon. Alors, ils ont pris un taxi, et le taxi file. C'est pas possible. Et ils arrivent à Yokneam, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre encore. C'est un peu ambiance western. Et bien ils pleurent, et puis ils disent voilà. Et puis, c'est encore le destin, ils disent. Voilà. C'est encore le destin. Oui, parce que ce sont des gens habitués à ça. C'est-à-dire, ils sont fatalistes, ils sont religieux, ils respectent l'autorité, parce que pour eux, l'autorité, c'est quand même quelque chose. Donc ils finissent par se résigner. D'ailleurs, justement, en parlant aussi de ça,
tu dis, oui, tu dis dans ton bouquin, d'ailleurs, justement pour illustrer ça, la vie s'était arrêtée un jour de fête si la religion ne l'interdisait pas, elle, parlant de Rubida, elle en aurait fait un jour de deuil. Oui. Elle aurait maudit la souka si ce n'était un sacrilège. On ne remettait pas en cause les choses de Dieu. Ah oui. Donc, c'est pour dire oui, clairement les ah choses, oui, c'est-à-dire la soumission totale On- par on a- rapport on à la a- fatalité Moi, j'en pure sais- et cristalline. oui, oui, tout à fait. On a grandi dans cette atmosphère de crainte. Enfin, je veux dire, c'était le respect absolu, bien sûr. Dans le livre, tu parles Oui. d'un certain Samuel Berduco, le Berduco, président de la communauté de voilà, Meknès. le Crésus Le juif. Fréjus, tout est relatif. Hein, quand j'ai revu sa maison, mais on le prenait pour le Bon, Créjus. ok. Et donc, du coup, les Oui. gens affluaient vers lui parce Bien qu'ils sûr. pensaient que, vu le fric, entre guillemets, qu'il avait, Oui, il avait président de la l'autorité, communauté, donc il avait des contacts il avait des avec contacts, les autorités, etc., etc. et qui pouvait réellement ramener cet Esther-là à sa famille. En vain, mais ils ont très très bien vu que ça tombait à l'eau, quoi. Oui, en fait, il n'attendait pas grand-chose, mais il fallait bien aller le voir. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, en fait, c'était un jeu de dupes. Ouais. C'est une scène de dupes. C'est-à-dire, il s'attendait pas à grand-chose, mais il fallait bien aller le voir et dire voilà notre malheur, etc. Mais il leur a rien proposé. Et Il leur a dit, ben maintenant il vous reste qu'une seule chose, d'aller prier, d'aller faire le nécessaire, c'est-à-dire comme si elle était morte, c'est-à-dire prendre le deuil de 7 jours. Enfin, c'est ça ce qu'il leur a dit en fait finalement. Et d'ailleurs, chez ces séfarades-là, justement, qui sont partis en Israël, est-ce que là-bas en Israël, il y a réellement on va dire, on va pas dire un représentant de la communauté, parce qu'ils vivaient quand même en harmonie entre eux, entre juifs, etc., etc. Mais est-ce que l'État israélien, l'État en tant que puissance qui pouvait, on va dire, régler les problèmes des juifs, etc., est-ce que ça a pris la relève sur les différents représentants des communautés qu'il y avait essentiellement dans le monde arabe, dans le monde arabe où il y avait des séfarades, etc., En fait, les notables. Comment les juifs ont vécu cette sublimation d'un représentant qui peut-être ne représentait rien à droite à gauche dans le monde, essentiellement dans le monde arabe où il y avait des séfarades, et est-ce qu'il y avait un équivalent dans le monde ashkénaze? Et une fois qu'ils ont afflué vers Israël, est-ce que l'État israélien a pu réellement prendre le relais et se faire représentant de cette communauté En fait, ce qui est arrivé, c'est que d'abord, les notables, tous ceux qui avaient vraiment de l'instruction ou des moyens ne sont pas partis en Israël. Non. À Meknès, par exemple, et dans les autres villes. Parce qu'eux, ils sont partis au Canada, en France, en Espagne, parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient l'amitié, etc. Ils ne sont allés en Israël que vraiment les ignares, les analphabètes, les faibles, les pauvres. Et une fois là-bas, comme ils étaient regroupés, par exemple, si je vois la ville où vit ma sœur, ben, cette communauté a fini par générer ses propres notables. Et d'ailleurs, le maire de Lod, où habite ma sœur, est un ancien du Maroc. Donc en fait, il y a une nouvelle notabilité, mais qui passait par des partis politiques. C'est à la différence à Meknès, au Maroc, les notables, c'était les riches. Oui. Voilà. On était riches et donc on confiait son destin à cette famille riche. Alors qu'en Israël, c'était pas des riches, personne n'était riche parmi les juifs marocains qui sont arrivés là-bas. Et donc c'est une nouvelle génération qui s'est inscrite dans les partis politiques, mais qui était profondément marocain et qui a pris le relais et qui les représente. D'ailleurs, dans la plupart des villes de développement, les maires sont des Marocains. D'accord. Et sinon, on va dire, en guise de terminaison, entre guillemets, une fois tu m'as confessé que ce bouquin-là, t'aurais pu l'écrire de façon 2 fois plus épaisse, c'est-à-dire avec 2 fois plus de péripéties. Justement, si jamais tu as fait le choix d'écrire un bouquin qui se lit très très bien, hein, moi je te dirais réellement mon ressenti, c'est un livre qui se lit d'un seul trait, très très bien, etc. Pourquoi justement n'as-tu pas fait le choix d'écrire un livre plus épais avec 2 fois plus de péripéties, même s'il en contient assez? Je crois que c'est pas une question de péripéties, mais je crois que j'aurais pu, comment dire, pas broder, mais disons,
développer les scènes, les personnages, etc. C'est la remarque qui m'est arrivée une fois terminée. Voilà, c'est ça le truc. En fait, on ne reprend jamais, en tout cas pour moi, une fois qu'il est terminé, il est terminé. C'est très difficile de reprendre, surtout que si on le trouve bien. Voilà. Mais il est vrai que c'est un livre qui laisse un peu sur sa fin. Voilà. C'est-à-dire, les scènes auraient pu être beaucoup plus enrichies. Rien que les scènes qu'il y a dans le livre auraient pu être plus enrichies, plus développées. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais envie de le finir vite. Je ne sais pas, peut-être. Inconsciemment, j'avais envie de le finir vite. D'accord. Sinon, une autre question, parce qu'on a parlé massivement de l'Exode. Enfin, massivement, c'est pas représentatif, c'était une minorité qui est partie en Israël. Mais on n'a pas parlé de la majorité des gens qui ont échappé, on va dire, à l'emprise sioniste pour essayer de les ramener là-bas en Israël. Si jamais tu avais à énumérer, on va dire, les pays où sont allés massivement des Juifs, pour ceux qui ne sont pas partis en Israël, ils sont partis essentiellement. D'abord en France, et il y a facilement 100 000 personnes, probablement, qui sont allées en France. Puis deuxièmement, le Canada, il y a peut-être dans les 60 000. Et puis l'Espagne, pour les Juifs de la zone nord du Maroc. Les États-Unis aussi, peut-être. Oui, mais là, ce sont, comment dire, là, c'est 60 000 au Canada, 30 000 en Espagne, mais aux États-Unis, au Brésil, etc., ce sont quelques milliers, bien sûr. Mais là, je parle vraiment des trois grandes émigrations des Juifs marocains. C'est vraiment vers ces trois pays. Après, bien sûr, il y a eu quelques milliers qui sont partis. Oui, en Argentine, etc. Voilà. Il y en a qui ont été un peu partout. Et d'ailleurs, justement, pour parler un petit peu de cette facette-là, tu décris via le personnage de Khadija, qui est venue ici en France, et l'a découvert, on va dire, et elle a vécu le contraste. Le contraste entre deux mondes qui étaient complètement différents. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette facette-là? C'est une femme qui est venue en France, mais elle avait laissé un fiancé au Maroc, et pour elle, il n'était absolument pas question d'abandonner le fiancé ou d'abandonner la vie qu'elle allait mener avec ce type. Et puis elle fait une rencontre par hasard, enfin bon, c'est qu'elle dit elle-même, c'est le destin m'a appelé. Voilà, elle l'appelle le destin. Et puis, ce destin, elle a fini par tomber amoureuse. C'est-à-dire, elle a senti surtout que cet homme-là ne se comportait pas du tout comme le ferait un Marocain. Ça veut dire, il était prêt à la rencontrer plusieurs fois sans la toucher. D'ailleurs, ça lui posait problème à elle. Parce que justement, elle voyait le contraste entre eux. Et en même temps, le gars, il ne la touchait pas. En plus, il avait ses raisons de ne pas la toucher. C'est-à-dire, en fait, c'était un grand séducteur, il est très bel homme, etc. Futur cardiologue, donc il pouvait avoir toutes les filles. La dernière copine qu'il avait, c'était un mannequin, fille d'un antiquaire, etc. Mais quelque chose le poussait vers cette femme plantureuse, brune, mystérieuse. Quelque chose le poussait vers elle. Et donc, il disait qu'il ne comprenait pas lui-même. Donc en fait, c'était quelque chose de presque de surnaturel. Et donc c'est elle qui a fini par le prendre en main, à la limite. Voilà. Et une fois qu'elle a découvert cet amour, c'est là où elle se rend compte, à travers ses lettres. C'est-à-dire, je fais vivre les états d'âme de Khadija par les 3 lettres qu'elle a envoyées à Aïcha, sa cousine. Donc, c'est la 3e lettre qu'elle n'enverra pas, qu'elle déchire, parce que là, elle s'exprime vraiment. C'est-à-dire, elle dit... Elle se lâche, voilà. Elle dit, par exemple, ce monde d'hypocrisie, de convention sociale. Elle a dit, la visite chez les parents, chez la famille de mon fiancé, c'était pire que le pire des examens que j'ai passés en médecine. Parce qu'il fallait se surveiller, le gâteau, le thé, etc., le regard, le respect. Et puis l'amour, c'est-à-dire qu'elle, c'est une femme qui a envie comment elle est chaude, enfin, elle est sensuelle.
mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas se lâcher, parce que sinon, son fiancé va croire qu'elle a le feu au cul. Ouais. Et donc, attention. Et donc, elle avait tellement envie qu'il lui triture les nichons. Ouais. Mais elle l'arrêtait en souffrant. C'était une souffrance. Et c'est là où on voit tout le drame d'une jeune fille marocaine, traditionnelle, qui ne peut pas aller au-delà, qui ne peut pas vaincre comment dire, ses restrictions. Parce que sinon, et surtout ne pas coucher, ou surtout ne pas montrer qu'on est sensuel. Et à un certain moment, elle pose la question à Aïcha. Et si lui prend son pied, moi pas? Alors qu'avec mon copain, je prends mon pied tous les soirs. Qu'est-ce qui va arriver? Et là, elle se pose réellement les vraies questions qu'une femme traditionnelle. Il ne faut pas oublier que quand j'écris le roman, je pensais aux années 80. Oui, Donc, peut-être que la situation a changé aujourd'hui, je ne sais pas. je pense. Hein? Je pense. Très bien. Mais je parle d'un milieu traditionnel, c'est-à-dire voilà, d'une femme qui est évidemment, même à 25 ans, elle est vierge, parce que son fiancé, si elle n'était plus, il la jetterait. Ouais. Et donc, elle vit ces choses-là, elle réalise ces choses-là, alors que sinon, ces choses-là, elle ne les a jamais dites. Elle les a vécues, mais sans jamais les dire. Et là, elle les dit, et même en les disant, elle déchire la lettre pour écrire une autre lettre, parce que c'était trop, même pour sa cousine. Elle sent, et là, il y a une rupture. En tout cas, Monsieur Jacob Cohen, merci beaucoup. C'est moi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.